Arnaud, il me disait ça sert à rien d'arriver à 20 km/h quand tu fais ton duel et de repartir à 25. Il me dit je préfère que tu arrives à 15 km/h et que tu repartes à 30. Parce que c'est plus dur de défendre sur un mec qui change vite de rythme. Tu termines meilleur buteur cette saison en Star League avec 241 buts. Et donc tu es désormais le recordman de buts marqués en Star League sur une saison. Et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Tom Pelayo. Est-ce que tu es prêt à nous dévoiler les secrets qui permettent de devenir un serial buteur? Ouais, je vais pas dire que ma vie c'est des sacrifices, que je mange pas de frites ou quoi que ce soit. Hein. Je serais un sacré menteur pour le coup. Un mec du Nord qui dit qu'il mange pas de frites. Qui va parfois au carnaval de Dunkerque. Bah oui, voilà, c'est culturel. Et c'est là aussi où on peut forger des groupes. Hein. On a fait match nul contre Paris en allant au carnaval de Dunkerque. Donc, je sais que j'ai commencé en faisant beaucoup d'imagerie mentale. Pour tout ce qui était confiance, voilà, que je devais m'imaginer en train de mettre des buts, faire des situations où je réussissais. Et on a bossé dessus et depuis j'ai plus mal, donc à ce moment-là il a gagné toute ma confiance. Est-ce que tu peux nous partager les niveaux de rémunération qu'un joueur peut espérer toucher lorsqu'il signe pour jouer à la Ligue des Champions? Rassurez-vous, je suis même pas au milieu des deux, hein, donc je suis beaucoup plus bas, mais après je pense qu'il faut aussi adapter la chaussure en fonction de son style de jeu. Je suis un joueur de duel, donc j'ai besoin que mes chaussures elles tiennent la route, j'ai besoin d'avoir les appuis solides. Des fois ça chambre dans le vestiaire sur les goûts des uns, sur les goûts des autres, tes chaussures elles sont dégueulasses. Donc je vous propose de gagner lors d'un jeu concours le ballon dédicacé par Tom Pelayo. Jusqu'au 31 août 2025, je vous invite à liker la vidéo et à la commenter en taguant 2 amis. On fera un tirage au sort le lundi 1er septembre. Une fois il y a un joueur qui m'a dit, bon, c'était un Suédois donc il m'a dit en anglais, mais il m'a dit, donc je pense que c'est plutôt une belle phrase à se mettre dans la tête quand on est jeune et qu'on veut progresser. Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 25 juin 2025 et nous nous retrouvons de nouveau ici au Stade des Flandres pour une nouvelle interview. Et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir l'ex-capitaine de Dunkerque et le nouvel arrière droit du Dynamo Bucarest et de l'équipe de France, Tom Pelayo. Comment vas-tu Tom? Ça va bien. Je rectifie, il reste 3 jours de contrat avec l'USDK, donc encore capitaine pendant quelques jours. Encore 3 jours, c'est important de le souligner. Et, on voit ton attachement au club. Est-ce que tu es prêt à nous dévoiler les secrets qui permettent de devenir un serial buteur? Ouais, je sais pas s'il y a vraiment des secrets cachés ou quoi que ce soit, mais je répondrai à toutes les questions, il n'y a pas de problème. Entendu, je te remercie. Je voulais également remercier l'USDK pour son accueil, pour nous avoir permis de tourner cette vidéo ici sur le terrain de la salle de Weert. Je souhaiterais remercier également mon club de Marc-Handball qui nous a mis en relation durant le Challenge Cup des Hauts-de-France, un tournoi moins de 18 international. Et merci aussi à vous, l'audience, de nous suivre. Je produis ce contenu dans le cadre d'un site de vente en ligne qui s'appelle handshop.com. Si ce contenu vous intéresse et que vous souhaitez soutenir sa production, il y a un moyen simple, c'est de vous équiper en produits de handball sur le site handshop.com. Chaussures, textiles, ballons et accessoires, tous les produits que vous pourrez retrouver sur le site sont en stock. Et en 2025, nous continuerons d'offrir la livraison des 70 € de commande et le retour si jamais la pointure ne vous convient pas. Notre satisfaction client, nous avons 597 avis avec une note moyenne de 9,8 sur 10. Donc nos clients sont satisfaits et nous le font savoir. Voilà pour cette petite intro. On va rentrer plus dans le vif du sujet et la partie handball. Est-ce que tu peux
présenter un peu les étapes clés de ton parcours. J'ai été grappiller bon nombre d'informations et on en a aussi un peu parlé off caméra. Tu as commencé au Mélantois et puis après tu es venu directement à Dunkerque, centre de formation. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Ouais. Alors c'est un parcours entre guillemets très classique pour un joueur de haut niveau, vu que je commençais dans mon club familial à côté de chez moi, parce que le président c'était mon voisin. C'est Christophe Evrard, qui est plus président d'ailleurs aujourd'hui. Il a annoncé hier, donc petite pensée à lui. Et en gros, ça a commencé avec des sélections au comité, après ligue. Ça s'est fait par une entrée au pôle, donc la salle qui est à 50 mètres derrière. Pendant le pôle, il y a eu quelques sélections France cadet, France jeune. Après le pôle, du coup, ça coïncide avec mon bac. Quand j'ai eu mon bac, j'ai signé ici à Dunkerque, en centre de formation, et puis j'ai enchaîné quelques sélections, quelques compétitions avec l'équipe de France junior. Et en 2017, j'ai signé mon premier contrat pro à Dunkerque. Donc un parcours classique, mais plutôt content de l'avoir fait. Ça a marché. Les années centre de formation à Dunkerque, comment ça se passe vu que l'idée c'est aussi d'inspirer un peu des jeunes qui auraient envie de monter ou autre. Raconte-nous un peu comment se passe le centre de formation ici à Dunkerque. Alors nous ça a changé maintenant, parce que maintenant ils sont logés ensemble dans une grande maison. Nous à l'époque j'avais mon appartement pas loin, à 10 minutes à pied, et du coup j'étais entre la salle et la fac, et j'alternais les allers-retours entre la fac et les entraînements le soir. Il y a bien sûr une communication entre la fac et le club, et une alliance, si on peut dire. J'ai pas le mot, mais ils travaillent ensemble. Un partenariat, quoi. Ouais, exactement, pour nous permettre de entre guillemets rater des cours et pouvoir les rattraper pour pouvoir s'entraîner si jamais on était appelé avec l'équipe professionnelle. Donc c'était plutôt, comme tout club pro, c'est plutôt bien structuré, c'est plutôt pratique pour nous, vu qu'on est logé, on n'est pas loin de la fac. Si jamais on doit s'entraîner pendant les cours, on a des adaptations, donc c'est plutôt bien. Et puis après, première année, souvent un peu moins, on alterne avec les pros et le centre de formation, et en fonction de ce que les coachs, le club voient pour nous ou attendent de nous, on s'entraînera plus ou moins avec les professionnels, et s'ils sont satisfaits, à la clé, il y aura peut-être un contrat pro. Ok, intéressant. On va parler de l'USDK, donc il te reste encore 3 jours de contrat. C'est ça, ouais. Vous faites une saison où vous terminez 13e avec 20 points, 9 victoires, 2 nuls et 19 défaites. 5 points devant Créteil, 15e, le premier relégable. J'ai le sentiment que ça a été quand même une saison assez compliquée cette saison avec Dunkerque, mais néanmoins vous avez quand même obtenu des résultats honorables face à des grosses écuries, comme le nul face au PSG à domicile, des 2 courtes défaites face à Montpellier, -2 à domicile et -1 là-bas. Comment toi tu l'analyses cette saison, et comment a vécu le groupe durant cette saison 2024-2025? Je pense qu'il y a vraiment 2 parties, parce que première partie de saison, on est plutôt bon, même si on commence la saison avec 3 défaites. On enchaîne avec 3 victoires derrière, donc on se retrouve sur un bilan nul. On finit bien la première partie de saison avec un effectif réduit par moment. Je pense qu'on s'est retrouvé à 10 pros, gagné à Aix, gagné contre Tremblay à la suite, donc c'était plutôt des grosses performances. Donc ça fait qu'on se retrouve 6e à la trêve. On joue PSG, on fait nul contre Paris, donc pour le coup on est plutôt bien. Avec tous les blessés qu'on avait eu, on se retrouve 6e à la trêve dans le championnat. On sait comment il est dense, donc on était très content de ce qu'on faisait. Après, malheureusement, on fait un match nul à Istres alors qu'on mène tout le match. Ça joue sur vraiment quelques détails. À Tremblay, on a une balle de match et on se retrouve à perdre le match à 10 secondes de la fin, donc c'est très frustrant. Et puis après, on a eu beaucoup de mal à gagner. On a juste gagné Créteil. Et sinon, on n'avait pas gagné ici. On n'a pas gagné ici en 2025. Notre première victoire à domicile il arrivait vraiment en fin de saison, donc c'était frustrant, surtout qu'on avait vraiment l'impression de bosser. Mais bon, entre guillemets, on payait les blessés qu'on a eu en deuxième partie de saison. Du coup, on se retrouve à faire des premières mi-temps plutôt honorables, à tenir tête. Et puis dans les 15 dernières minutes, on était un peu oxy, donc c'était difficile. Après, je pense que
comme on l'a vu sur la première partie de saison, c'était gérable de gérer des blessés sur 6 mois, mais sur une saison entière, c'est vraiment très très difficile. Donc voilà, on peut tirer des conclusions plutôt positives de la première partie de saison. Après, bien sûr, on n'est pas exempt de tout reproche, hein, que ce soit dans le jeu, dans l'approche tactique, peut-être technique, des fois on a manqué. Et puis dans le championnat, ça ne pardonne pas quand on voit que finalement on joue East Tremblay et on se ressort avec un seul point alors que les 2 matchs on mène tout le match. C'est plutôt frustrant, mais c'est ça le haut niveau, quoi. Il faut savoir gérer des situations, il faut savoir gérer quand on mène de buts à 2 minutes de la fin. C'est des situations qui sont importantes entre guillemets pour un sportif de haut niveau, et surtout comment dire, surtout c'est quelque chose qui se bosse entre guillemets les fins de match, voilà, quand il y a 30 secondes et qu'on mène d'un but ou qu'il y a un match nul, on est conscient qu'il faut tirer quand il reste 2 secondes pour avoir le plus de chances de mettre le but et de ne pas le prendre. Donc il y a un juste milieu à trouver à ce niveau-là, et puis ça coûte très cher sur une saison entière. Quand on additionne les petites erreurs sur fin de match, ça fait 1 point en moins par-ci, 1 point en moins par-là, et au final on se retrouve la saison précédente, on se retrouve 7e ou 8e avec 28 points ou 26 points. Au final on voit que des petites actions, une passe, un tir raté, un enclenchement mal fait, et c'est un détail qui fait qu'on a un but en moins, qui fait qu'on a 1 point en moins et qui fait qu'on a une place en moins. Donc finalement dans un championnat de danse comme ça, il n'y a pas grand chose qui pardonne, et c'est ça qui est aussi excitant. Et tu parlais des blessés, notamment dans une interview récente de La Voix du Nord. Tu évoquais les difficultés à avoir des rendez-vous d'imagerie médicale, notamment. Du coup, tu as déjà passé un premier appel. Qu'est-ce qui fait? Est-ce que les joueurs Dunkerque se blessent plus qu'ailleurs? Est-ce qu'il y aurait des choses potentiellement qui pourraient être faites pour améliorer la santé physique des joueurs? Est-ce qu'il peut y avoir des manquements de ce côté-là, de ce point de vue-là? Je pense que déjà, entre guillemets, la santé, c'est un tout, quoi. Il y a vraiment un tout. Il y a la prépa physique, il y a le sommeil, il y a l'alimentation. Donc, le sommeil et l'alimentation, par exemple, c'est des choses que le club ne peut pas contrôler. Et on peut venir chez nous, mettre notre réveil et nous border dans le lit. Donc, déjà, il y a une prise en charge individuelle qui est très importante. Après, il y a une préparation physique qui est aussi importante pour prévenir les blessures. Après, malheureusement, ça reste un sport de contact. Il y aura forcément des blessures, qu'elles soient plus ou moins graves. Et il y a aussi une prise en charge, après la blessure pour pouvoir entre guillemets rebondir et revenir en pleine forme et ne plus avoir ces blessures. Comme j'ai dit justement dans l'interview, des fois on perd quelques jours pour diagnostiquer, pour avoir des rendez-vous, pour être sûr justement. Des fois les mecs ils sont rétablis, mais bon, c'est quand même logique d'attendre le feu vert médical, d'attendre le feu vert médical et d'avoir l'image pour être sûr. Et finalement ça fait qu'on peut perdre un jour, même un jour c'est pas grand chose. Si le mec il est en forme le vendredi, que tu joues le samedi et que ton rendez-vous le lundi, au final ça bouffe une semaine, donc c'est difficile de se caler par rapport à ça. Après on n'a pas non plus des budgets comme le foot. Je sais que l'USLD par exemple ils ont une machine pour faire des échos, ils ont des trucs comme ça, c'est des choses qui peuvent servir pour tous les clubs. Donc je pense qu'il y a une organisation, il y a du prépa, il y a de la préparation, il y a de l'anticipation des séances, et il y a aussi beaucoup d'adaptation. Je pense que j'ai fait un peu de prépa physique comme j'ai fait STAPS, et j'ai fait un peu à Dunkerque et à Lille. La prépa physique c'est aussi beaucoup d'adaptation par rapport aux joueurs, par rapport au poste, par rapport à l'état de forme des joueurs, par rapport même si il y en a que c'est des pères de famille et leur enfant il a pleuré toute la nuit, donc des fois ils arrivent, ils sont fatigués, donc c'est normal de devoir adapter par rapport à ça aussi. Donc il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte. Et c'est aussi ça qui est intéressant. Je pense que quand on a envie de faire avancer un projet et qu'on a plusieurs facteurs et plein de zones de progression à amener ou travailler dessus, c'est quand même quelque chose qui est excitant pour un projet, que ce soit le staff médical, le staff technique ou même les joueurs. Justement, je pense que Dunkerque, là, il y a un passif de blessure qui est quand même plutôt important. Après, l'échantillon, 3 saisons, c'est quand même grand, mais c'est aussi petit. Des fois, il y a aussi une part de malchance. Il y a beaucoup de facteurs qui peuvent rentrer en jeu. Mais l'idée, je pense que ce sera de réduire ça, garder un effectif en pleine forme et être
parce qu'on voit finalement les équipes qui ont été les plus performantes, comme par exemple Saint-Raphaël qui finit 5e. C'est une équipe qui a eu pas beaucoup de blessés. Je sais qu'ils ont eu Chema Marquez qui a été blessé toute la saison, mais sinon le groupe il était plutôt complet tout le temps. Quand ils ont eu un blessé, ils ont eu un joker. Donc au final, ça aussi c'est un gros facteur. Le facteur blessure, c'est un facteur qui peut plomber une saison pour une équipe ou déstabiliser tout un système ou tout un projet. Ok. Plus de 10 ans à Dunkerque, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que représente l'USDK et Dunkerque pour toi? Quel souvenir tu garderas du club? Moi de base je suis lillois, mais comme je disais tout à l'heure, je suis arrivé au Pôle Espoir ici à 14 ans ouais. Donc là j'ai 28 ans, donc j'ai fait la moitié de ma vie à Lille, la moitié de ma vie à Dunkerque. Bon, entre guillemets, partie plus consciente où je pouvais, entre guillemets, où j'étais plus libre, c'était à Dunkerque. Donc c'est vraiment ma ville. Je m'entends bien avec tous les gens du club. J'ose espérer, moi c'est le sentiment que j'ai. Mais même la ville, moi je m'y sens bien. Et puis j'ai vu aussi la ville évoluer pendant 10 ans, le club évoluer, voir les autres clubs de sport, le hockey, le foot, le basket se développer, avancer. Donc c'est bien parce que c'est une ville sportive, c'est une ville où il y a des événements. Tout le monde connaît bien sûr le carnaval, mais il y a aussi, par exemple, la semaine dernière, il y avait le festival de la Bonne Aventure qui était top. Donc c'est une ville qui bouge. Je pense que quand on n'est pas de Dunkerque, on a vite des a priori, des clichés. Dunkerque. Bon, j'espérais que qu'il n'y a pas des joueurs qui ne sont pas venus à cause de ça, mais surtout que s'ils étaient venus, ils verraient vite que Dunkerque, c'est plutôt une belle ville. Donc non, moi je me sens bien, c'est ma maison, entre guillemets. Je sais que plus tard, je reviendrai habiter ici, à moins que il se passe d'autres choses, et que je découvre encore une ville dingue. Mais moi, je suis Dunkerquois d'adoption depuis 14 ans et je compte le rester. Et pour terminer sur Dunkerque et les prochaines saisons, qu'est-ce que d'après toi il manque au club pour retrouver le haut de tableau en championnat? Comme je disais, il y a plein de facteurs. Il y a aussi un facteur budgétaire qui fait que voilà, si entre guillemets, on a un bon budget, on peut recruter des bons joueurs, on peut se structurer, on peut amener plein de choses. Après, si on n'a pas de budget mais qu'on est bon, ça peut aussi amener du budget, donc ça peut vite se transformer en cercle vertueux ou en cercle vicieux. Mais je pense que y a Cornel Nagy qui va venir au club, qui va rentrer dans la hiérarchie. Donc je pense que c'est quelque chose de super pour le club, pour entre guillemets structurer, parce que voilà, le haut niveau c'est important. C'est pas que il va pas y avoir les dirigeants et en dessous les joueurs. Donc je pense que mettre des étapes entre les joueurs et la direction, c'est quelque chose de très important. Une équipe homogène aussi bien. Exactement. Dans la direction. Et puis aussi quelqu'un qui a connu le haut niveau, le très haut niveau. Coco, il a fait des Coupes du Monde, il a fait des JO, il a fait des championnats d'Europe, il a joué la Ligue des Champions, il a des titres avec Dunkerque. Donc je pense que c'est quelqu'un qui a une expérience, qui a, je pense aussi des contacts. Voilà, vu qu'il est hongrois, c'est un gros pays de handball. Le handball, c'est entre guillemets, c'est petit, donc tout le monde se connaît. Coco, il connaît tout le monde le connaît. Donc je pense que c'est quelque chose qui va permettre d'amener de la plus-value, voilà, sans vouloir mettre trop de pression à Coco. Mais moi, j'ai confiance en lui. Je sais qu'il c'est un gros bosseur, donc je m'en fais pas là-dessus. Ok. Et aussi la salle qui a été annoncée en 2028, donc je pense que c'est quelque chose qui va permettre à Dunkerque d'évoluer, de passer un petit cap. On voit les équipes qui jouent dans des grandes salles, généralement plus la salle est grande, plus la salle est bien, plus le classement est bien aussi. Je dis pas que c'est les tribunes qui font qu'on joue mieux, mais ça rapporte beaucoup de choses. Ça rapporte du public, de l'ambiance, de l'argent, des recettes de billetterie supplémentaires. Exactement, de la cohésion. Je pense que voilà, il ne faut pas que 2300 personnes, en général, la salle Dunkerque, c'est au moins 90% de taux de remplissage. Si tu as une salle de 4000 qui est remplie à 90%, ça fait... j'ai fait bac S, mais je ne vais pas faire trop les calculs. Ça fait 1400 personnes, 1500 personnes en plus. Donc c'est quelque chose de 1500 personnes en plus dans une salle, c'est quelque chose d'impressionnant. Ça fait de la voix en plus. Et puis ça fait, entre guillemets, une ferveur. Il faut savoir créer quelque chose autour de son sport et de son équipe. Il ne doit pas y avoir une alchimie que dans le vestiaire, il doit y avoir une alchimie entre guillemets dans toute la structure club, association avec les jeunes et tout. Donc je pense que c'est important. Ok, merci pour tout ça. On va parler un peu plus handball et rentrer dans le vif du sujet sur le terrain. Tu termines meilleur buteur cette saison en Star League
avec 241 buts. Et donc tu es désormais le recordman de buts marqués en Star League sur une saison. Donc tu es à environ 70% de réussite depuis 2 saisons, ce qui est assez extraordinaire. Est-ce que tu peux nous parler de comment tu as travaillé toi l'aspect offensif de ton jeu pour arriver à ce niveau-là? Quelles sont tes forces et comment tu les exploites? Et si tu pouvais nous brosser 3 axes majeurs sur lesquels tu as travaillé pour atteindre ce niveau. Alors, pour commencer, entre guillemets, le déclic, on voit l'écart statistique. Quand on regarde l'écart statistique, c'est fait d'une saison à l'autre où je passe peut-être de 120 buts à 220 buts. Il y a pas mal de facteurs qui sont rentrés en compte. Et on a rajouté les penalties. J'ai encore un an de plus d'expérience, donc c'est quelque chose d'important aussi. Mais aussi, c'est entre guillemets l'écart de travail ou de progression, il n'est pas si marquant que l'écart statistique, vu que entre guillemets, j'ai essayé de me construire plutôt pas trop vite, dans un sens où j'ai voulu me construire pas que dans le tir, pas que je voulais aussi être un joueur qui pouvait faire des passes, qui pouvait créer pour les autres. Donc entre guillemets, le handball, c'est un sport où il y a manqué de statistiques pendant un moment. Là, on commence à s'y mettre un petit peu. Donc, et c'est peut-être des choses qu'on voyait pas il y a 2-3 ans. Le nombre de passes décisives, on les voyait pas. Donc, je pense que c'est quelque chose c'est top que ça soit arrivé. Mais entre guillemets, j'ai essayé de me construire. Mes coachs aussi m'ont essayé de créer des progressions entre guillemets sur plusieurs axes. Surtout sur plusieurs axes offensifs. Défensivement, au début, je défendais pas. Après, je m'y suis mis à défendre. Bon, maintenant, je suis plutôt un défenseur correct, sans vouloir être trop prétentieux ou quoi que ce soit. Mais il y a beaucoup de la progression. Elle doit se faire. Voilà, j'ai vite joué. J'ai commencé mon premier match à 17 ans. J'ai joué, j'ai mis 5 buts. Je m'y attendais pas. Je pense que personne non plus s'y attendait. Et après, j'ai moins joué parce que les professionnels sont revenus. Et c'est pas pour autant que je me suis frustré. J'ai continué de bosser tranquillement, de continuer de... Voilà, et moi, je me souviens avec Patrick Arnaud, il me disait, tu vas pour tirer, quoi que tu fasses, tu vas pour tirer, et après tu prendras les décisions. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut se construire. Et moi, j'ai mis aussi peut-être un peu de temps des fois, j'attaquais plus pour faire la passe que pour se construire. Donc c'est un travail entre guillemets que j'ai fait avec les 4 coachs que j'ai eus, Tariq, Franck, Arnaud, Patrick. Mais il y a des facteurs importants, notamment pour voir le jeu, parce que c'est tellement dense le jeu en Lidl Star League que quand on tire pas, c'est pas nouveau, je tire pas à 12 mètres, je peux tirer de loin, je peux tirer hors des 9, c'est fait partie aussi de mon jeu, mais j'étais surtout un joueur qui joue au près, qui joue à travers, et je pense qu'il y a des choses importantes à gérer. Tu me parlais de 3 axes de travail, moi je dirais c'est la distance, le rythme, et après c'est distance, rythme, et je dirais aussi l'exigence. Quand je parle d'exigence, je parle dans le sens où connaître les systèmes. Mais bon, c'est bien beau de connaître un système, mais si la défense elle s'adapte, il faut savoir qu'est-ce qu'on fait dans ce système-là. Donc entre guillemets, techniquement, je dirais la distance et le rythme, parce que Arnaud il me disait ça sert à rien d'arriver à 20 km/h quand tu fais ton duel et de repartir à 25. Il me dit je préfère que tu arrives à 15 km/h et que tu repartes à 30, parce que c'est plus dur de défendre sur un mec qui change vite de rythme que sur quelqu'un qui fait tout sur le même rythme. Donc je pense que ça c'est quelque chose de très important. Et puis la distance, quoi. Si on est dans les 9, si on est dans les 9 mètres, ça va être dur de sortir une diagonale à l'ailier, de faire un renversement. Donc il faut savoir être dangereux tout le temps, parce que voilà, on a des défenseurs plutôt malins dans toute la ligue. Si le mec il voit qu'on regarde en tribune, il va pas aller, et puis au final on créera rien. Donc il y a beaucoup d'axes de travail technique, entre guillemets, c'est tout ce qui est technique, et après tactique, il faut savoir connaître tout son système, son plan de jeu. Et avec entre guillemets 10 ans dans la ligue, je connais aussi à peu près tous les autres joueurs du championnat, je connais à peu près leur style de jeu, leur plan de jeu. Donc c'est quelque chose qui aide. L'expérience aussi, c'est quelque chose quand même de très important. Il ne faut pas vouloir griller les étapes. Donc la patience et la répétition. Une fois, il y a un joueur qui m'a dit, c'était un Suédois, donc il m'a dit en anglais, mais il m'a dit répétition est mère de sagesse. Donc je pense que c'est plutôt une belle phrase à se mettre dans la tête quand on est jeune et qu'on veut progresser. Tu parlais aussi, donc on évoquait
hors caméra le podcast de Tristan et Kader, et dedans tu parles d'un changement un peu de philosophie de jeu où Dunkerque était auparavant une équipe très défensive et était devenue une équipe offensive, et aussi le fait que depuis 2 saisons tu prennes à ta charge les jets de 7 mètres. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus en détail aussi de ces 2 facteurs clés qui ont finalement contribué à l'émergence de la quantité de buts que tu peux mettre dorénavant en championnat? Ouais, bien sûr. Alors, on est passé d'une équipe qui, entre guillemets, qui tournait autour des 22-23 buts et qui prenait autour des 22-23 buts, donc sur des matchs avec des rythmes plutôt lents, entre guillemets, et on n'avait pas énormément de montée de balle, à une équipe qui tourne autour des 28 buts, donc ça fait entre guillemets 5 buts de plus, mais dans les 5 buts de plus, on se doute bien que c'est pas juste 5 attaques, il y a forcément la perte de balles, la montée de balles en plus, donc on tourne autour de 10 possessions de plus par match, donc je pense que c'est un facteur important à prendre en compte, l'extérieur, quand on voit des équipes qui mettent 23-24 buts, mais elles sont très efficaces, donc eux ils peuvent rester dans ce schéma-là. Après, si tu mets 22-23 buts mais que tu n'es pas très efficace, il faut savoir aussi augmenter son rendement en augmentant le rythme, en écourtant peut-être leurs attaques, nos attaques, dans le sens où maintenant les joueurs ils sont tous très forts techniquement, ils ont des qualités de dingue, donc on sait qu'on ne pourra pas les empêcher de tirer, de se mettre dans des situations, mais des fois il faut peut-être savoir les forcer à tirer là où on veut, donc c'est peut-être ça qui fait qu'on peut gagner quelques secondes en plus sur un match. Quand on gagne quelques secondes par-ci, quelques secondes par-là, et on se retrouve avec 10 possessions de plus sur le match, donc ça fait 10 occasions de plus pour l'équipe de marquer, donc c'est un facteur important. Après voilà, on savait qu'on avait une base défensive très importante à Dunkerque, c'est quand même historique et voire même culturel. On savait qu'on avait un peu plus de mal en attaque, donc on a voulu changer ça. Après il y a des nouveaux coachs qui sont arrivés, donc c'était une nouvelle philosophie aussi qui s'est installée. Je pense que c'était bien pour tous les joueurs de goûter un peu à tout et de trouver un juste milieu. Après pour ce qui est des 7 mètres, pour le coup ça s'est fait plutôt naturellement. Il y avait Théo Avalanche qui était à Dunkerque, qui avait pris les pénaltys. Bon, ça se passait plutôt bien pour lui, mais bon, en termes de réussite je parle, mais bon, il est parti à Nantes. Du coup on avait Steph qui tirait les pénaltys, et il fallait quelqu'un qui se glisse derrière. Et pour le coup je me suis entraîné un petit peu. Quand Samir Belhassen était là, on s'entraînait encore un peu, on se faisait des petits challenges, on aimait bien rigoler avec ça. Et pour le coup ça s'est fait naturellement. Je pense que le fait que les gardiens me connaissent pas trop, ça m'a aussi aidé sur entre guillemets une première saison, on peut surprendre, on peut embêter les gars, on peut embêter les gardiens. Après j'ai eu un peu plus de mal sur ma deuxième saison où les gardiens connaissaient les impacts. Toi c'est essentiellement ça, tu penses que tu as été beaucoup plus scruté sur la deuxième saison, sur tes jets de 7 mètres, ce qui fait que ton pourcentage a baissé là-dessus? Bien sûr, ouais, c'est ça. Donc c'est sûr que j'ai dû me réadapter, et puis après bon, quand on connaît les gardiens et ils nous connaissent, je sais pas, peut-être je tire 75% peut-être au penalty, un truc comme ça. Donc c'est-à-dire que j'ai tiré à peu près 100 penalty, je dois en mettre 75. J'ai tiré 100 penalty sur la saison, je dois en tirer, je sais pas, 5-6 sur chaque gardien, plus eux qui font leurs vidéos. Donc après on se connaît vite et on peut vite rentrer. Il y a bien sûr la technique et la tactique, comment on approche l'approche du penalty. Et aussi on rentre vite dans une partie de poker menteur sur un penalty, sur un match. Voilà, je la mets une fois en bas à gauche, je la mets 2 fois en bas à gauche. Bon, est-ce que le gardien se dit il est assez fou pour y retourner, ou alors là ce coup-là il va changer, donc je sais que tu sais que je sais, donc c'est aussi un jeu, et c'est ça aussi que j'aime bien dans le handball et dans les penalties. Mais voilà, il faut s'adapter. Il y a des gardiens aussi. Nous, on a des automatismes en tant que tireurs, mais les gardiens, eux aussi, ils ont leurs automatismes en tant que gardiens. Donc, savoir quel gardien fait quoi, où il laisse la place, s'il aime bien mettre de la place entre ses jambes, au-dessus de sa tête. Des fois, on dit qu'il ne faut pas tirer mi-hauteur, mais des fois, il y a des gardiens, ils n'aiment pas lever la jambe mi-hauteur. Donc, peut-être important de la mettre là à la hanche. Donc c'est aussi connaître sur qui on va tirer. Et après, bosser. De toute façon, les pénaltys, il n'y a pas de secret. Ça joue souvent à quelques centimètres. Des fois, le gardien il y est,
Et bon, si tu la mets dans le coin, si la balle elle fait 40-30, le gardien ne pourra rien faire quoi qu'il arrive. Donc c'est la technique, c'est de la répétition, de la répétition, de la répétition. Et puis à force de la confiance aussi, parce que peut-être que si j'avais raté mes premiers pénaltys, bon, je serais peut-être rentré dans un cercle vicieux où j'arrive pas à prendre mes pénaltys, j'approche le pénalty avec moins de confiance. Du coup, je fais le en bas croisé classique quand on panique. Et au final, j'aurais peut-être pas eu cette réussite-là. Donc, je ne veux pas dire le facteur chance, parce que je me suis pas mal entraîné sur les pénaltys pour être plus ou moins efficace. Donc ouais, comme je dis, de toute façon, il y a plusieurs facteurs, il y a plusieurs approches. Donc voilà. Je vais revenir aussi sur un aspect donc plus dans le jeu. Tu tires beaucoup en appui et tu vas beaucoup au duel. Et notamment, je vais revenir toujours sur ce podcast qui était vraiment une source, une mine d'informations assez incroyable. Et revenir sur l'importance du renforcement musculaire et des exercices que tu fais. Parle-nous un peu de... Ce matin, tu étais encore à la muscu, un peu de ce que tu as pris conscience pour l'utilité du renforcement musculaire et peut-être des exercices que tu fais spécifiquement pour justement bien tenir toujours ces duels et voilà, tout ce que tu as mis en place à ce niveau-là. Ouais, bien sûr. En fait, quand on a abordé la saison, je me suis retrouvé dans une situation où j'ai mon tir à l'amble classique, tout le monde le connaît, tout le monde le fait aussi. Mais voilà, moi j'aime bien le faire parce que je suis aussi un joueur de duel. Donc quand le mec t'attend pour le duel, il peut baisser les bras et au moment où il baisse les bras, ça peut être une option de décocher au-dessus de la tête. Mais voilà, je voulais aussi avoir un tir où peut-être plus à la hanche, plus sur le côté, ou pour m'ouvrir entre guillemets des opportunités, pour peut-être plus fixer le défenseur et pour la lâcher au pivot. Donc je pense que toute arme entre guillemets individuelle peut servir au collectif pour libérer des espaces. Mais du coup j'ai bossé entre guillemets en prépa physique. Je travaillais l'été ou pendant les périodes creuses ou quand j'en ai besoin avec un copain qui est prépa physique qui m'a plutôt bien aidé, parce qu'une fois je m'étais fait un ménisque et on a bossé dessus et depuis j'ai plus mal. Donc à partir de ce moment-là il a gagné toute ma confiance. Mais voilà, le handball c'est un sport très traumatisant. Donc on sait qu'il faut protéger son épaule, il faut protéger ses jambes, il faut protéger ses genoux. Mais c'est aussi entre guillemets c'est que des mouvements polyarticulaires où on se retrouve dans des situations on fait 1, 2, 3, on impulse avec les jambes, ça passe par les abdos et on envoie avec le bras. Donc il y a beaucoup de mouvements généraux à prendre en compte, beaucoup de mouvements de gainage, parce que si quand on saute et on prend forcément un coup en l'air, si on est mou comme une loque, on va pas pouvoir faire un tir puissant. Donc il faut renforcer le gainage pour pouvoir être très très puissant, très gainé, rester en l'air et puis rester droit pour justement voir le jeu. Et puis renforcer l'épaule. Voilà, l'épaule, je pense que c'est le cauchemar de tout handballeur d'avoir une épaule. Tu pourras que me confirmer, je pense. Pour être passé par la case opération, je te confirme. Voilà. Donc c'est sûr que quand on se fait une épaule, ou même moi j'ai eu longtemps des tendinites un peu chroniques à l'épaule, j'ai voulu la protéger aussi pour être bon, mais aussi pour durer dans mon sport. Donc j'ai énormément protégé. Après voilà, je ne vais pas faire des mouvements, je vais pas expliquer les cours que j'ai vus en stage ou ce que je fais en prépa, mais il y a un boulot très important à faire aussi par rapport au style de jeu, parce que il y a des mecs qui tirent par au-dessus, il y en a qui tirent par là, donc finalement c'est pas les mêmes mouvements, des fois c'est pas les mêmes muscles. Moi je suis notamment un joueur de duel, donc il me faut aussi pas mal de jambes pour pouvoir pousser, mais aussi les matchs sont tellement denses. Et je me suis retrouvé dans une situation où des fois je pouvais jouer 1 heure, parce qu'on n'avait plus de demi-centre, donc des fois quand Gabin il jouait arrière droit, moi je me retrouvais demi-centre pour combler les demi-centres qui faisaient attaque-défense qui devaient se reposer. Donc il faut de la puissance pour gagner ces duels, mais il faut aussi de l'endurance pour pouvoir les faire tout le match. Donc c'est un vrai challenge. Après tu dis que j'étais en muscu avant. C'est toi qui me l'as dit. J'étais en muscu avant, c'est vrai que j'étais en muscu avant, mais je sors quand même de 10 jours de vacances, donc je vais pas faire non plus le Cristiano Ronaldo, mais non, il faut surtout être assidu, et puis aussi beaucoup de protocoles à mettre en place. Quand on parle de musculation,
c'est intéressant de pousser les grosses barres, faire du lourd pour notre puissance, notre explosivité, mais aussi beaucoup de mouvements, même sans rien, Sans poids, des plus protocoles. poids du corps, Quand on voit, des fois, les gens ils arrivent à l'entraînement, ils nous voient sur des rouleaux en train de nous frotter, des exercices avec des petits élastiques, juste des mouvements basiques des fois qui peuvent libérer des articulations, qui peuvent mobiliser, qui peuvent enlever des tendinites. Je pense que c'est surtout l'assiduité qui fait qu'on peut être performant et entre guillemets bien prendre soin de son corps sur une saison complète. On va rentrer plus dans un aspect mental et le travail mental. Tu as passé la barre des 1000 buts marqués depuis tes débuts en Star League. La saison dernière, tu termines deuxième meilleur buteur. Cette année, tu as le titre de meilleur buteur. Est-ce que c'était un objectif, toi, que tu t'étais fixé en début de saison, de ce titre de meilleur buteur, ou ça s'est construit au fur et à mesure de la saison? Pour le coup, déjà la saison où moi je m'imaginais jamais être dans les top 3-4 buteurs. Je voyais quand j'étais plus jeune, tu regardes les statistiques, tu voyais Sanat, Kochte, Illich. Après, tu as Chipchak qui arrive, tu te dis, c'est quoi ces mecs, c'est impossible. Donc, la première saison, un peu surprise, je commence ma saison, ça marche bien. Je me dis, punaise, à la trêve, je suis meilleur buteur à la trêve en octobre. Je dis, c'est dingue ce qui se passe, ça sera déjà bien. Après, on verra comment ça se décante. Et au final, je fais la saison. Chipchak qui passe devant, je repasse devant en mars. Je regardais sans regarder, je me dis punaise, dingue, comment ça se fait que j'en sois arrivé là. Et du coup, je finis la saison deuxième meilleur buteur avec plus de 200 buts. Alors d'habitude, j'en mettais juste un peu plus de 100. Donc j'étais un peu surpris de moi-même, aussi surpris de moi-même. Mais du coup, après, j'ai abordé la deuxième partie de saison, enfin la deuxième saison, entre guillemets, pas dans le sens où je voulais finir meilleur buteur, mais où je voulais justement surtout gagner en efficacité et maintenir au moins ce seuil, parce que c'est un gros seuil. En mettre plus, ça va être très très difficile. Je n'ai pas cette qualité technique pour tout faire non plus. Donc je voulais maintenir ce seuil. Après, j'en ai pas 20, 30 de plus, mais je voulais aussi, par exemple, rajouter plus de passes au pivot, plus de passes aux ailiers, compléter mon jeu que j'ai mis pas mal d'années à être plutôt un joueur complet, pouvoir jouer sur plusieurs aspects du jeu. Donc je pensais pas forcément. Et puis à la fin de la saison, je me dis punaise, j'ai beaucoup d'avance, quoi. C'est dingue. Et puis il y a Kader qui m'a su à l'oreille que le record de Gaïtch était à 233, mais pour le coup ça j'ai jamais joué pour ça. J'ai vu à la fin de saison que j'étais pas loin. J'ai dit punaise, Gaïtch quand même c'est top. Et donc après sur les derniers matchs ça s'est fait naturellement parce que comme j'ai dit, c'est une saison beaucoup de blessés, donc plus de responsabilités, donc plus de temps de jeu, donc plus de shoot, donc en corrélation, si je garde la même efficacité, plus de buts. Donc c'est une. Voilà, je suis content, je suis honoré d'avoir ce titre. Après, si on va dire un soulier d'or, si une main d'or, ça permettait de rajouter des points en classement à l'équipe, ça serait top. Là, malheureusement non, donc c'est une récompense individuelle, je le prends comme récompense individuelle. Et voilà, je sais que l'important c'est quand même avoir une médaille d'or autour du cou et pas avoir même si c'est très gratifiant d'avoir un record. Dans une autre interview à La Voix du Nord, tu parles d'exigence et tu évoques ces mots qui sont ceux-ci. Parfois, on n'a pas tous la même exigence. J'ai toujours essayé de bosser avec ceux qui étaient à 100%, qui étaient exigeants. Ma question, c'est comment on cultive l'exigence à haut niveau et comment on passe outre les hauts et les bas toujours pour conserver, je sais pas, un axe de progression ou toujours réussir à rester focus et exigeant pour atteindre des résultats de haut niveau. Je pense que déjà le premier facteur c'est s'amuser. Enfin, moi chaque fois que je suis sur le terrain je m'amuse, donc c'est pour ça que j'ai envie de progresser. Quand je fais une action, qu'elle soit bonne ou pas bonne, la deuxième action, je sais que la défense va s'adapter. Donc au final, c'est un jeu. Donc il y a une exigence tactique dans le sens où il faut apprendre tous ces enclenchements et savoir comment on réagit par rapport à la défense. Et après, il y a aussi une exigence individuelle où c'est faire des séances de muscu, des fois en faire un peu plus. Après, il faut aussi savoir se reposer quand il faut se reposer.
Donc ouais, je vais pas dire que ma vie c'est des sacrifices, que je mange pas de frites ou quoi que ce soit, hein. Je serais un sacré menteur pour le coup. Un mec du Nord qui dit qu'il mange pas de frites. Mais, Qui va parfois au carnaval de Dunkerque. bah oui, voilà, c'est culturel. Et c'est là aussi où on peut forger des groupes, hein. On a fait match nul contre Paris en allant au carnaval de Dunkerque. Donc au final, tout n'est pas impossible. Mais non, non, il faut surtout s'amuser. Après, des fois, on se lève le matin, on se dit putain, j'ai pas de motivation. J'ai pas de motivation. Bon, la motivation, c'est bien au début quand on se projette. Mais pour la suite, pour continuer à être exigeant, il faut surtout de la discipline. Ouais. Des fois, je dis peut-être aux plus jeunes ou aux gens avec qui je travaille ou quoi que ce soit, bah, des fois, c'est dur, t'as pas envie d'y aller, mais tu fais peut-être pas la séance que tu espérais faire, mais ta séance, tu l'as faite déjà. Si tu veux faire, si tu fais, tu te projettes, tu dis je vais faire durable, je vais faire une séance de dingue, au final, tu fais pas la séance que tu avais espéré, et ta séance, déjà, tu l'as faite, tu as déjà fait du plus, tu as déjà fait durable, donc il faut se construire sur ça. Et peut-être que la séance d'après, bah, tu rajouteras un exo en plus, une rep en plus, ou c'est du handball, tu mettras un but en plus. Donc il faut se construire petit à petit et se construire entre guillemets positivement et pas se dire ah j'ai pas fait ma séance, punaise, je vais pas être bon, même si c'est un sentiment que je ressens aussi quand je fais des mauvaises semaines d'entraînement, j'aborde pas le match pareil, mais que se construire négativement, on se dit punaise, j'ai pas fait, je vais pas être bon, alors que si on se construit positivement, on va dire bah ok, là j'ai pas fait ce que je voulais, mais j'ai quand même fait durable, j'ai fait plus, la séance d'après je ferai encore plus et je vais me construire comme ça petit à petit. Donc c'est entre guillemets, faut être ambitieux aussi, il faut avoir une envie de se projeter, il faut savoir se fixer des objectifs et surtout être discipliné, quoi. Enfin, après, exigence discipline, ça va souvent ensemble, mais ouais, non, moi je m'amuse. Si je fais de la muscu, je suis pas un grand fan de muscu, mais si je m'amuse, c'est parce que je fais de la muscu, c'est parce que j'ai envie de m'amuser à pouvoir débloquer un tir en appui dans une certaine situation, être plus efficace dans une certaine situation. Donc c'est d'abord parce que je kiffe le handball, quoi. Et tu commençais à en parler un peu justement de l'aspect mental, des doutes qu'on peut avoir. Tu évoquais le fait de faire un travail spécifique avec quelqu'un qui travaillait sur un diplôme universitaire de préparation mentale. Exactement, ouais. Est-ce que tu peux, pareil, nous parler un peu plus de cet aspect-là, si tu continues à le faire, combien de temps ça te prend toutes les semaines et qu'est-ce que tu fais spécifiquement comme travail Bah, pour le coup, cette saison, je ne l'ai pas fait parce que j'avais le sentiment entre guillemets d'avoir fixé quelques paliers en termes de confiance en moi. Peut-être que j'aurais dû faire un petit peu parce que, entre guillemets, pour tout ce qui est contrôle des émotions, parce que j'ai pris quelques 2 minutes pour avoir allé un petit peu trop. Malheureusement, quand on est capitaine, on ne veut pas non plus tout le temps parler aux arbitres. Non, la prépa mentale, c'est vraiment un aspect important, ça prend de plus en plus de place. Et même que ça soit dans le handball ou au quotidien, quoi. Je pense que c'est aussi quelque chose qu'on peut s'en servir au quotidien. Des fois, on est fatigué, on a des coups de mou à Dunkerque j'ai dit que c'était une chouette ville. Après, quand il fait plus beau et jusqu'à ce que le carnaval arrive, des fois, mentalement, c'est dur de se libérer, de relâcher. Donc, on peut arriver peut-être baisser, on va être un peu fatigué. Et des fois, l'absence de soleil, ça peut être embêtant. Donc, il faut savoir garder la tête haute, rester positif, comme je disais. Mais la prépa mentale, c'est quelque chose de tous les jours, entre guillemets. C'est pas quelque chose d'épisodique, c'est de la préparation. Donc, c'est comme la préparation physique, c'est quelque chose qui se fait en continu. C'est quelque chose où il faut bosser, il faut progresser. Je sais que j'ai commencé en faisant beaucoup d'imagerie mentale pour tout ce qui était confiance. Que je devais m'imaginer en train de mettre des buts, faire des situations où je réussissais. Mais quand on se dit ça, on se dit ok, c'est facile, quoi. Moi aussi je peux m'imaginer. Mais quand tu vas t'imaginer ton défenseur, ce qu'il fait, ton geste précis, tout ça, le faire pendant 1, 2, 3, 4 minutes, c'est quelque chose qui n'est pas facile à tenir. Donc c'est quelque chose qui s'entretient et qui se travaille. Après, j'ai aussi construit des routines d'avant-match. Je voulais pas non plus des routines très strictes. Telle heure avant le match tu fais ci, telle heure avant le match tu fais ça, tu mets toujours le même classement de match, tout ça. Donc, laver, important. Laver, bien sûr, toujours laver. Mais non, je me suis construit entre guillemets une routine basique où je pouvais faire mes écarts entre guillemets, où surtout je jouais pas à la minute, et ça m'a permis de mettre un cadre précis. J'arrivais ici,
Je mets ma musique tranquillement, mais ça m'empêche pas de discuter, de jouer avec les gars. Après, un peu de respiration, si je sens qu'il y a un peu de pression, que le match est stressant. Un peu d'imagerie mentale sur le terrain. Pendant le match aussi, quand on rate, il faut savoir passer à autre chose, parce que quand on rate le tir, si tu joues contre Montpellier, tu mets hors cadre, tu sais que 2 secondes après, la balle est dans l'autre moitié de terrain, donc il faut savoir vite passer à autre chose et passer à la deuxième. Donc je suis content d'avoir bossé sur ce facteur-là. Ça m'a débloqué pas mal de choses et ça m'a permis d'aussi d'avoir une approche différente des matchs et différente du sport en lui-même. On parlait tout à l'heure des distinctions individuelles. Si on parle plus des titres collectifs, j'avais une question. Est-ce que le Harry Kane du handball peut débloquer son palmarès avec, pourquoi pas, un titre de champion de Roumanie l'année prochaine? Ouais, j'espère que ça va arriver, parce qu'on aura vite un titre à gagner en fin août. Ouais, j'espère qu'il va se débloquer. Après, Harry Kane, je crois que sa première saison, il a fait une saison blanche en allant en Bayern. Donc, mais là, j'espère que je vais. Là, il a un titre de champion. Exactement. Et j'espère que voilà, je vais pas calquer ma carrière sur lui et que je gagnerai des titres avant 30 ans. Enfin, après, j'étais champion du monde moins de 19, mais entre guillemets, des titres chez les grands. C'est une toute autre histoire, donc j'espère vite débloquer ce compteur et que ce soit prendre tout ce qu'il y a à prendre. Tu viens donc de signer un contrat de 2 ans au Dynamo Bucarest, où tu vas retrouver ton ami Samir Belhassen. Tu vas, grâce au projet Ligue des Champions que le Dynamo Bucarest a proposé. Qu'est-ce que toi tu attends de la Ligue des Champions et qu'est-ce que tu espères que cette compétition t'apporte? Ce qu'elle m'apporte, je sais pas si elle m'apportera quelque chose, parce qu'elle a pas besoin de moi pour être la meilleure compétition du monde, ou moi j'ai pas besoin de la Ligue des Champions pour faire du handball, mais c'est à moi de, entre guillemets, prouver que j'ai le niveau pour être dans le championnat, donc c'est excitant. Je l'ai fait, entre guillemets, quand j'étais jeune à 17 ans avec Dunkerque, mais j'étais sur le banc où j'avais très peu de temps de jeu, donc je vais l'aborder dans un autre statut où j'aurai plus de temps de jeu, où je serai pro, parce que je l'abordais quand j'ai joué, j'étais centre de formation. Donc non, je suis très très excité de jouer, faire mes premiers matchs et découvrir l'ambiance au final, parce que le terrain ça reste le 40-20, donc c'est le même, mais découvrir l'ambiance, la pression qu'il peut y avoir peut-être, dans les salles, dans les différentes salles, dans les différents pays, jouer différentes cultures de handball, différents coachs, différents grands joueurs. Voilà, j'ai joué tout le monde dans le championnat de France, mais en Europe j'ai pas joué tant de monde que ça finalement, donc pouvoir se confronter, se jauger, c'est quelque chose d'intéressant. Et après, ouais, je suis content de le faire avec Bucarest, parce que c'est un club qui voulait de moi, qui m'a démarché tôt. Ça fait un moment qu'ils avaient un œil sur moi, ils m'ont fait une proposition tôt dans la saison, donc je suis content de faire partie d'un projet qui voulait de moi. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à prendre ses marques et jouer. Et donc tu pars à l'étranger. Tu évoquais le fait que, également dans une interview à La Voix du Nord, que quand il y a des clubs qui te veulent, forcément ils t'appellent, et que des clubs comme Montpellier ou Nantes, qui auraient pu potentiellement te faire des propositions, ne l'ont pas fait. Qu'est-ce qui, d'après toi, des clubs en France comme Montpellier ou Nantes qui auraient pu s'attacher tes services, n'ont pas souhaité faire appel à toi? Qu'est-ce qu'il a manqué pour que ce soit plutôt un club étranger finalement qui vienne? Je pense qu'il y a aussi, en l'occurrence Nantes par exemple, il y a des histoires de contrat, ils ont déjà leurs 2 arrières droits bookés, ils sont plutôt très bons vu que c'est Ayoub et Julien, donc il y a aussi ce facteur-là, il y a aussi la philosophie du coach, comment lui il voit son jeu, peut-être qu'il n'a pas besoin d'un joueur de duel, peut-être qu'il a besoin d'un tireur, peut-être que... Donc voilà, moi je pars du principe où le handball c'est petit, même avec les moyens qu'on a aujourd'hui, si on veut contacter quelqu'un c'est facile. Donc si les clubs veulent, si on veut construire son équipe, si on veut contacter des joueurs, on les appelle. Je pense que c'est simple. Je n'ai pas non plus mal pris, hein, c'est chacun son choix. Tout le monde construit son club, son équipe comme il veut.
Donc, c'est plus un timing finalement. Ouais, c'est du timing, une vision. Après, pour le coup, c'est pas une question qui. Moi, c'est mon point de vue d'un côté. Peut-être que de l'autre côté, c'est pas du tout la réponse qu'ils auraient, mais non, moi, je suis. Comme je disais, il y a des histoires de contrat. Moi, j'étais libre. Bucarest, ils m'ont appelé Ligue des Champions. J'ai dit, bah, on y va, quoi. Enfin, pour le coup, il n'y a pas mieux que la Ligue des Champions, donc je suis content d'y aller. Dans cette même interview, tu dis que même si Nantes et Montpellier t'avaient proposé un salaire inférieur à Bucarest, tu aurais accepté. Sans toi libre ou non de répondre à cette question, mais est-ce que tu peux nous partager les niveaux de rémunération qu'un joueur peut espérer toucher lorsqu'il signe pour jouer à la Ligue des Champions ? Ça dépend de pas mal de choses, du poste, du statut. Je pense qu'il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte. Ce qui est sûr, c'est que c'est des clubs qui ont des plus gros budgets. Des fois, il y a des pays où il y a moins d'impôts, donc les rémunérations, c'est pas les mêmes aussi. Après, franchement, je pense que ça peut aller entre 5 000 et 50 000. Franchement, la fourchette, elle est énorme. Dans le handball, la fourchette, elle est vraiment très grande. Rassurez-vous, je suis même pas au milieu des deux, hein, donc je suis beaucoup plus bas, mais non, c'est sûr que c'est entre guillemets une autre dimension, et puis c'est aussi entre guillemets l'argent, il faut aussi le voir comme un outil pour sa vie, pour l'après-carrière, c'est important, mais à court terme aussi un outil pour sa santé, pour être en meilleure santé, pour avoir des meilleurs produits, pour pouvoir être aussi mieux encadré, donc c'est quelque chose d'intéressant à court terme. Après à long terme, on connaît, la carrière d'un sportif c'est court, ça permet d'anticiper ou d'investir ou de faire des formations, mais comme je disais, l'argent, comme j'aime trop le handball, c'est pas un facteur. Après, j'étais entre guillemets dans une optique où partir à l'autre bout de l'Europe, c'est quand même, ça fait un petit peu peur. Donc des clubs français qui jouent la Coupe d'Europe, ça aurait permis de partir sans trop partir, ouais. Mais finalement, avec du recul, je me dis, il n'y a pas de... Finalement, il n'y a rien. Et pour être allé à Bucarest, quand j'ai vu les infrastructures, l'entraînement, les gens qui m'ont accueilli, je me dis, finalement, c'est encore mieux. Donc en termes de vie et tout ça, je pense que je suis tombé dans la bonne ville. J'ouvre le chapitre équipe de France. Tu as fait ta première apparition le 7 mai 2025 face à la Suède et un autre match derrière face à la Norvège. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette nouvelle expérience pour toi, comment ça s'est passé et ce que tu as vécu de l'intérieur? Pour le coup, c'était dingue. Vraiment, premier match en Suède contre la Suède dans une grande salle, il y avait plus de 10 000 personnes, je crois. Donc c'était, comme premier baptême, c'est plutôt cool. Avec Palika dans les buts. Exactement, ouais, Palika, quand on revient sur les pénaltys, je le connaissais bien, il me connaissait bien. Et finalement, j'ai retiré là où j'aime bien. Peut-être qu'il s'est dit, il n'est pas assez bête pour faire ça. Faut croire que si. Autant que ça rentre, c'est le plus important. Mais au final, non, c'est comme baptême, c'est top. Honnêtement, je pensais aborder ça avec beaucoup plus de pression et beaucoup plus de stress. Mais finalement, j'ai été vite intégré parce que j'ai fait mes classes avec certains mecs de ma génération en équipe de France jeune, junior. Ludo, Nedim. Exactement. Et puis aussi, le groupe est plutôt facile d'accès, c'était très facile de m'intégrer. Le coach adjoint Yoann Delattre, c'était mon coach de Pôle Espoir, donc dès que j'avais des questions tactiques, vu qu'on a fait 2 entraînements avant le premier match, donc des fois on a dû régler des trucs hors du terrain pour être sûr. Donc ça m'a permis, c'est beaucoup de facteurs qui ont permis mon intégration plutôt rapide. Et non, je suis très, très content d'avoir porté le maillot. Pour le coup, c'est une fierté, hein. On regarde les petits. Quand on est petit, on les regarde. Après qu'ils gagnent des médailles, on va à l'entraînement en moins de 11, on dit moi je suis Nicolas Karabatic, moi je suis un tel, moi je suis Bertrand Gilles, donc porter le maillot que ces gens-là ont porté, c'est une grande gratitude. Mais ouais, plutôt très content. Et puis après faire un match en France aussi derrière, c'était quelque chose de contre la Norvège. Puis entre guillemets, j'ai eu la chance de faire un stage où il y avait 2 grosses équipes. Donc c'est quelque chose, c'était bien pour pouvoir se mesurer, savoir où on en était. J'ai eu un petit peu de temps de jeu, donc j'ai pas
C'est que du bonheur. Tu fais des belles prestations, tu vas au charbon. C'est ça, ouais. Tu mets un but sur cette mètre face à Palika. J'ai pas changé, j'ai pas voulu changer mon jeu. Si on m'a pris, c'était pour faire du Tampelayo. J'ai fait du Tampelayo. Après, ça a été mal passé, je serais mal passé, mais j'aurais fait du Tampelayo, donc j'aurais pas eu de regrets dans tous les cas. On l'a déjà un peu évoqué, mais le paysage est très fortement peuplé sur le poste d'arrière droit en équipe de France. Tu as Dika même, Melvin Richardson, Nedim Remili aussi qui joue parfois arrière droit et Julien Boss aussi plus récemment. Comment toi tu peux tirer ton épingle du jeu pour tenter de t'installer durablement en équipe de France et faire face à cette concurrence qui est relativement féroce? Et est-ce que tu as pu profiter de ce stage pour échanger avec Guillaume Gilles sur peut-être ce qu'il attendait un peu de toi et si tu pouvais faire en sorte de prendre certains points pour les améliorer et pour essayer de postuler de manière plus durable en équipe de France? Ouais, déjà concurrence féroce, c'est déjà un euphémisme, c'est pour dire le niveau sur le poste, mais non, moi individuellement, je sais qu'il faut que je progresse. On peut toujours progresser, on peut toujours être mieux, et je pense que quand on veut faire partie de l'équipe de France, c'est un facteur indéniable, quoi. On peut surtout pas se reposer sur ses lauriers, que ce soit individuellement ou collectivement, quand on voit la concurrence qu'il y a, et individuellement. Quand on voit le handball, comment il évolue, il faut toujours s'adapter. Donc je suis entre guillemets content d'avoir pris mes marques. Je suis quand même aussi conscient que c'était entre guillemets un stage ouvert avec des nouveaux, et j'en faisais partie. Après avec Guillaume, on a discuté. Comme entre guillemets c'était une petite fenêtre, on a beaucoup parlé handball, tactique, les enclenchements, le projet de jeu, comment s'approprier rapidement. Et l'objectif a été de pouvoir être performant à court terme sur les 2 matchs-là. Après, on sait que c'est une nouvelle fenêtre qui s'ouvre, parce que c'est une nouvelle saison qui s'ouvre. En octobre, il y a un stage, on verra ce qu'il en est, comment sont distribuées les cartes. Après, dans tous les cas, il n'y a pas forcément de pression à avoir dans ma position, vu que je vais découvrir beaucoup de nouvelles choses avec la Ligue des Champions, un nouveau pays. J'ai découvert l'équipe de France récemment. J'ai pas, entre guillemets, même si j'ai 28 ans, j'ai pas non plus envie de brûler les étapes, mais c'est entre guillemets la seule chose qui parlera pour moi et qui parlera pour tout le monde. Ça sera le niveau de jeu de handball. Donc ça sera sur ça qui fera ses choix, et on verra où on est. Une saison, ça peut aller vite. On peut vite exploser, comme on peut vite se blesser. Donc on verra ce qu'il en est. Je vais bosser, je connais très bien mes points forts, mes faiblesses et mes axes de progression. Donc c'est un challenge en plus qui s'ouvre finalement, d'avoir fait un stage d'ouverture en équipe de France, vu que ça appelle à d'autres ambitions. Donc c'est bien de se battre sur entre guillemets le tableau club et le tableau pays pour pouvoir se challenger un maximum. On va parler un peu matériel et chaussures. Tu joues en ce moment avec des ASICS Power Break FF. Comment toi tu choisis tes paires de chaussures de handball? Qu'est-ce qui te fait aller sur une paire plutôt qu'une autre? Pour le coup, je suis pas forcément difficile en termes de chaussures de handball. J'ai fait beaucoup de marques. Là, je suis chez ASICS. Je me sens plutôt bien. C'est quand même très quali en termes de matériel, que ce soit du running, du handball ou même du textile. Ils font des trucs plutôt sympas. Après, je pense qu'il faut aussi adapter la chaussure en fonction de son style de jeu. Moi, je suis un joueur de duel, donc j'ai besoin que mes chaussures elles tiennent la route. J'ai besoin d'avoir les appuis solides. Après, j'aime pas non plus jouer avec des parpaings aux pieds, donc il faut qu'elles soient aussi légères. Après, je sais que les ailiers, ils aimeront plutôt les chaussures légères. Les pivots, ils aimeront des trucs stables pour que les chevilles elles soient bien fixées, que leurs pieds ils soient bien stables au sol. Donc ça dépend de son style de jeu, de son poste. Mais je pense que le plus important, c'est quand même le confort, quoi. Faut se sentir bien dans la chaussure. Elle a beau être légère, si on n'est pas bien dedans,
c'est pas un bon point, c'est pas très malin de notre part, surtout que notre corps c'est notre outil de travail et les chaussures, si on n'a pas des bonnes chaussures, on sait que ça peut poser des soucis. Après, après je veux pas mentir, hein, j'aime bien le côté esthétique, c'est toujours cool d'avoir des jolies chaussures. Tous les ans il y a des différentes collections de toutes les marques, de toutes les couleurs, donc c'est cool de pouvoir jongler, d'avoir des chaussures plutôt jolies. Des fois, ça chambre dans le vestiaire sur les goûts des uns, sur les goûts des autres. Tes chaussures, elles sont dégueulasses. Les tiennes, elles sont pas mal celles-là. Donc c'est rigolo de se vanner un petit peu sur ça. Mais oh non, c'est confort. Et puis après, les besoins qu'on a finalement. Et est-ce qu'elles répondent à nos besoins. Ok. Et, j'ai un petit service à te demander. Je suis lancé depuis 2016 et je commercialise toutes les marques. Mizuno, Adidas, Puma pour les plus grandes que je commercialise. Et ASICS n'a jamais souhaité commercialiser les produits. Est-ce que via le contact que tu as chez ASICS qui te fournit les chaussures, est-ce que tu pourrais passer le message que handshop.com est toujours intéressé, que de nombreux handballeurs demandent les produits? Est-ce que tu peux passer ce message-là pour moi? Ouais, après pour le coup, je passe par le biais de mon agent, mais si jamais j'ai l'opportunité, j'hésiterai pas. Pour le coup, je pense que j'étais le premier quand j'étais jeune à m'alimenter sur des sites de chaussures internet. Je pense que derrière ça devait être des gars comme toi, des passionnés qui faisaient leur truc. Donc si je peux filer un coup de pouce, je le ferai. Après, okay. je garantis rien. Est-ce que tu joues avec des accessoires en match qui t'aident dans ta pratique, ou des petits objets fétiches porte-bonheur? Bah non, pour le coup, avant j'étais parce que j'étais peut-être plus jeune aussi, j'étais très américaine. Je disais, ouais, c'est stylé de jouer avec des collants, des trucs comme ça. Un jour je me disais, ouais, je jouerais avec un bandeau, mais bon, vu comment ça se dégarnit petit à petit, ça va être difficile. Mais non, finalement, moi c'est chaussettes, chaussures, short, t-shirt. Il n'y a pas de gris-gris. Je me sens bien comme ça. J'aime pas forcément avoir. Des fois, c'est bien d'avoir des collants quand il fait froid pour s'échauffer. Ça dépend aussi le collant, si on le veut long, si on le veut court, si on veut entre guillemets un caleçon long ou un petit collant. Des fois ça dépend, mais non, j'ai pas forcément de gris. Peut-être des fois un sous-short ou un sous-t-shirt pour les entraînements, c'est intéressant, mais sinon pas d'accessoires fétiches. Et puis de toute manière, je suis trop tête en l'air pour garder un truc trop longtemps, donc si j'avais quelque chose, je l'aurais déjà perdu. Est-ce qu'il y a des sujets qu'on n'a pas abordés et que tu estimerais important de parler et que tu aurais envie de partager à notre audience? Pas forcément, mis à part, je pense que ce qui est aussi important, c'est que voilà, quand on fait des interviews comme ça, on met souvent en avant le côté professionnel, tout ce qui est haut niveau, tout ça, mais derrière, je suis passé comme tout le monde par des petits clubs ou par des éducateurs qui font ça par passion, qui sont là pour entraîner. Et donc je pense que c'est aussi important de leur passer un grand merci même. Parce que voilà, moi je me souviens que quand j'étais jeune à Lille, à Ronchin, je me souviens de tous mes coachs. C'est que des bons moments que j'ai partagés avec eux. C'est eux qui m'ont transmis la passion. S'ils ne m'avaient peut-être pas transmis la passion de cette manière-là, peut-être que je ne serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'éducateurs qui font ça par passion, qui se donnent à fond. Des fois, certains, il y en a qui sont même pas rémunérés. Donc je pense que c'est important de les remercier. Puis ils font aussi partie de notre formation, de comment on s'est construit, de notre approche sur le terrain quand on était jeune. Pas mal de comportements, d'attitudes qu'on garde tout au long de notre carrière. Donc voilà, juste un grand merci aux éducateurs. Après les bénévoles, ils savent que les bénévoles de Dunkerque savent comment je les porte dans mon cœur. Donc j'aurais déjà tous parlé individuellement, donc je vais égaliser des deux côtés et remercier les éducateurs cette fois. Est-ce que le Tom Pelayo petit imaginait être le joueur que tu es devenu aujourd'hui? Je sais pas s'il se l'imaginait. En tout cas, j'aurais voulu être celui que je suis aujourd'hui. Donc je suis content à ce niveau-là. Après, quand on est petit, on s'imagine vraiment le top du top. Donc j'y suis pas encore. J'espère y arriver un jour. Donc il serait content, mais le Tom petit, il était un peu perfectionniste aussi. Donc il voudrait pas se reposer sur ses lauriers. Un autre petit service à te demander.
C'est la nouvelle en plus, dingue. Ça. Un ballon de la Liqui Moly Star League pour l'année prochaine. Est-ce que je peux te demander de le dédicacer? Bien sûr, bien sûr. Bon, j'ai eu la chance de faire les 3 derniers matchs de la saison avec ce ça. ballon, ouais. Pour le coup, il est très joli. Franchement, il est très top. Sympa. Et il est aux couleurs d'aucune équipe. Avant, il y avait un ballon Chambéry, un ballon Nantes. Pour le coup, alors, je sais pas si ça vise vraiment une équipe ou autre. Non, mais non, c'est plus pour la blague. En tout cas, il est joli, il y a des rappels. Très sympa. C'est sympa. Donc, je vous propose de gagner lors d'un jeu concours le ballon dédicacé par Tom Pelayo. Jusqu'au 31 août 2025, je vous invite à liker la vidéo et à la commenter en taguant 2 amis pour tenter donc de remporter ce ballon de la Liqui Moly Star League dédicacé par Tom Pelayo. On fera un tirage au sort parmi les commentaires le lundi 1er septembre. Comme ça, vous aurez un nouveau ballon pour cette nouvelle saison. Peut-être pas que vous aurez envie de jouer avec parce qu'il est dédicacé maintenant. Mais voilà, merci Tom d'avoir dédicacé ce ballon. Avec plaisir. Peut-être laisser sécher pour pas prendre de risques. Ouais. Le ballon dédicacé par le meilleur buteur de la Star League. La boucle est bouclée. Des petites questions un peu plus légères pour terminer, un peu plus rapide. Parfait. Si tu pouvais modifier une règle du handball juste pour toi, ce serait laquelle? Juste pour moi. Juste pour t'avantager. 2 points pour le tir en appui hors des 9, ça serait bien. Je pense que c'est quelque chose. Ok. Si tu pouvais voler le talent d'un joueur, ce serait qui et ce serait quel talent? Quand j'étais petit, je regardais beaucoup Ivano Balic, donc je dirais Balic. Voilà, après, le handball, ça évolue tellement vite, donc est-ce qu'il aurait l'impact qu'il a eu aujourd'hui? Mais en tout cas, il a eu son impact à son époque, et moi j'ai regardé toutes ses vidéos et tous ses best-of YouTube, donc je prendrais le sien. Si tu devais choisir une chanson pour te motiver avant un match, ce serait quoi? Ça change souvent. Après, en ce moment, j'écoute 21 Savage, Slides In. Je pense que c'est plutôt pas mal avant les matchs. En tout cas, moi, ça marche plutôt bien. Est-ce que tu as déjà fait une action tellement improbable que même toi, tu n'y croyais pas? Ouais, j'ai déjà fait des trucs improbables dans les deux sens, malheureusement. Des trucs où je suis touché, je me retrouve à prendre un tir et il se retrouve en pleine lucarne, je sais pas comment. Et puis après, je me retrouve à prendre des tirs et je suis là-bas et je croise et fini point de corner. Donc, j'y croyais pas, ouais. C'est quoi ton secret pour garder ton calme sur un jet de 7 mètres? Je sais pas, peut-être le petit rituel, petit protocole, petite respiration. Je pense que faut pas non plus trop se prendre la tête parce que c'est un match dans le match, le penalty, donc c'est un jeu en plus, donc c'est que du plus. Tu peux inviter à dîner une personne, vivante ou décédée. Qui tu choisis et pourquoi? James Harden, parce que c'est mon joueur préféré, j'adore. Je trouve que c'est un symbole de l'NBA moderne. Et je trouve aussi qu'il est très clivant dans le sport. J'aime bien les sportifs qui sont clivants, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Ça fait parler du sport. Et puis quand on n'aime pas, c'est souvent pour le jeu, c'est jamais pour autre chose d'extravagant. Donc c'est pour ça que j'aime bien. C'est un poster de James Harden qu'il y a dans le vestiaire. Ouais, au-dessus de ma place. C'est bien ce que j'avais. C'est Richard, c'est l'adjoint, c'est l'entraîneur du centre qui me l'a ramené parce que lui, personne n'est parfait, c'est un super mec, mais il est fan des Celtics, donc il avait aucune utilité d'avoir un poster de James Harden chez lui. Quel est le compliment que l'on t'a fait et qui t'a le plus marqué dans ta carrière? Compliment, je sais pas, mais en tout cas je suis très content quand on me dit, surtout là le dernier match, quand on m'a dit ouais merci pour tout, alors que j'ai pas le sentiment d'avoir fait grand chose. Moi j'ai juste amusé. Exactement. Et pour terminer, quel est le meilleur conseil que tu donnerais à un jeune handballeur qui souhaiterait progresser? Je répéterai la phrase que j'ai dit tout à l'heure, répétition est mère de sagesse. Voilà, c'est pas parce que tu mets un but en lucarne une fois que tu le feras à chaque fois. D'ailleurs même la lucarne c'est pas toujours le meilleur impact, mais il faut s'entraîner, il faut répéter, et puis au bout d'un moment ça marchera. Un grand merci Avec Tom. plaisir. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Tu as déjà fait des remerciements, mais un message à partager à l'audience, des personnes à remercier qui ont jalonné ton parcours et pour clôturer cette interview?
Non, je tenais à te remercier tout d'abord parce que voilà, je pense que c'est des acteurs, comme toi et comme les encadrants à qui j'ai parlé, qui font vivre le handball, qui mettent en valeur le handball. Je pense qu'on est entre guillemets un petit marché encore qui évolue grâce à notre équipe Fagnon, qui est l'équipe de France qui a gagné énormément de titres, mais aussi grâce aux non-professionnels, aux licenciés de tous les clubs, aux gens qui font vivre. Faire des interviews comme ça, je trouve ça plutôt sympa. Ça permet de découvrir le joueur au-delà du sportif. Donc je tenais à te remercier pour l'interview. Ça me fait chaud au cœur, je te remercie. Avec plaisir. De ce remerciement. Je vais clôturer cette interview. Si vous avez apprécié cette interview, je vous indique à nous le dire en commentaire. Si vous avez des questions à poser à Tom, faites-le en commentaire. Il y répondra peut-être ou je lui transmettrai et on essaiera de vous répondre au maximum. Je vous invite à vous abonner pour être tenu informé des prochains contenus que je publierai sur la chaîne. Et en parlant d'autres contenus, j'ai notamment fait déjà d'autres interviews, dont notamment une avec Benjamin Richert, que j'avais réalisé lorsqu'il jouait à Chambéry. Je vous remettrai le lien dans la description afin que vous puissiez accéder à cette interview. Voilà, encore une fois un grand merci Tom pour ce moment de partage. Vraiment bonne continuation à Bucarest, tu vas manquer au championnat français, mais voilà, le projet Ligue des Champions te tend les bras. On a hâte de te voir évoluer sur les terrains sur cette compétition. Du plaisir, on espère de l'équipe de France et puis voilà, encore merci pour tout. Merci, avec plaisir, c'était top.